Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari, tout de suite le sommaire. Interpellation du second chauffeur de Hamamadou hier, réponse au ministre de la Justice sur l'affaire des bébés importés. Tels sont les deux points développés ce matin par Maître Moussi Boubacar, avocat du Modène FA Lumana. Le message à la nation du président de la République à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance de notre pays suscite des réactions et des commentaires. Dans ce journal, l'analyse d'un politologue, Dr Issoufou Yaya. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Et la presse nigérienne en deuil avec le dossier hier nuit de notre confrère Wilfried Mama, affectueusement appelé Willy. Pionnier de la presse écrite nigérienne, Willy assumait le poste de secrétaire de rédaction du journal Alternative jusqu'à sa mort. La radio-télévision Labari, la RTL Niger, présente ses condoléances à sa famille, amis et connaissances et au personnel du groupe Alternative. Que son âme repose en paix. Amen. Je l'ai annoncé dans les titres, Maître Moussi Boubacar, un des avocats du président du parti Modène FA Lumana Africa, a animé ce matin un point de presse à son cabinet. Il s'est agi pour lui d'éclairer l'opinion publique sur l'arrestation hier du second chauffeur de Hamamadou pendant la célébration de la fête de l'arbre. Maître Moussi Boubacar, avocat du parti Modène FA Lumana. J'ai voulu vous rencontrer ce matin pour pouvoir informer l'opinion nationale et internationale qu'une fois de plus, le président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité de l'État, a été offensé en pleine fête de la République. En effet, hier, 3 août, pendant que les autorités étaient conviées à la fête commémorative du 54e anniversaire de la République, le président de l'Assemblée a assisté devant tout le monde et publiquement à l'arrestation de son deuxième chauffeur sur le champ de plantation d'arbres où il a été convié, où il a tenu à être présent en exécution de son rôle protocolaire de deuxième personnalité de l'État. Monsieur Moussa Bourema, dont il s'agit, a été interpellé pendant ce temps-là par un agent de la police du nom de Monsieur Benjamin qui s'est approché de lui et pour lui dire de le suivre. Et de là-bas, ils l'ont amené à la PJ où depuis hier, il a été gardé sans titre, sans mandat et sans qu'on ne lui dise quoi que ce soit. La seule question qui lui a été posée, pourquoi il a été avec le président de l'Assemblée nationale sur les lieux. Je dois dire que cette arrestation ou cette détention arbitraire, j'allais dire parce qu'une arrestation se fait avec un titre. Cette détention a été faite dans la plus grande illégalité parce que jusqu'à ce jour, on ne lui a pas notifié quoi que ce soit. Ce matin, à 9h13, quand je l'ai quitté, on l'a simplement posé la question de savoir pourquoi il était sur les lieux, alors que tout le monde le savait. C'était l'ex-caporal Moussa Bourema qui a dû faire cassation, c'est leur terme, pour s'assurer, d'une certaine manière, être à côté du président de l'Assemblée nationale, dont tout le monde sait que sa sécurité lui a été retirée, en tant que deuxième personnalité de l'État. Donc, pendant que ce dernier faisait tout pour exercer ses fonctions protocolaires de deuxième personnalité de l'État, disais-je, il s'est vu arrêter son deuxième chauffeur. Pour vous dire que nos autorités ne ratent aucune occasion pour créer une crise. Ils ne ratent aucune occasion pour disloquer le fonctionnement normal des institutions. Ils ne ratent aucune occasion, ils ne ménagent aucun effort pour créer la crise. C'est eux-mêmes qui entretiennent la crise. Et une façon de retorquer à ceux qui, de bonne ou de mauvaise foi, pensent que la classe politique aujourd'hui ne vaut rien, c'est une façon de leur dire d'être objectif et de regarder sincèrement
d'analyser sincèrement la crise et ce qui se passe pour savoir qui est responsable de la crise et qui ne l'est pas. Maître Moussi a également évoqué l'affaire dite des bébés importés, une affaire qui a conduit plusieurs personnes dans les maisons d'arrêt, notamment la seconde épouse du président de l'Assemblée nationale et celle du ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Bow. Retrouvons Maître Moussi Boubacar. Dans l'intervention du ministre, vous avez vu un renversement de la charge de la preuve. Il a fini par dire que ces enfants, que ces parents acceptent qu'on prélève un seul cheveu de leurs enfants pour faire de l'ADN, que leur femme serait libérée. Cela veut dire quoi? Que, ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils disent. Que c'est après l'arrestation qu'ils cherchent des preuves. Et ils demandent aux parents de faire la preuve de leur paternité. S'il y a un point sur lequel le Coran et le Code civil se rapprochent, c'est bien dans la présomption de la paternité. Aussi bien dans le Coran pour les érudits qui savent de quoi il s'agit, que dans le Code civil, la présomption de paternité suppose que l'enfant né pendant le mariage des parents a pour père le mari de sa mère. Dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut prétendre que ces enfants qui sont présumés nés dans les liens de mariage, qu'on dise que ce n'est pas les enfants de leurs propres parents? Tous hommes que nous sommes, est-ce que chacun peut attester que son fils là c'est son enfant? Comment est-ce qu'on peut arrêter des gens et on doit prouver que c'est vous qui avez accouché? Si vous n'avez pas de preuves, pourquoi vous gardez les gens? Pourquoi vous les arrêtez? Deuxième chose, ils disent supposition d'enfant. Mais supposition d'enfant suppose que le lien de paternité de l'enfant a été fait avec une autre mère. Et en ce moment, on dit, toi qui dis que c'est un enfant, ce n'est pas ton enfant, et c'est prouvé, judiciairement prouvé par une décision devenue définitive. Ce n'est pas le cas. Troisième chose, c'est qu'on garde ces mères-là en détention, comme pression, en leur demandant, écoutez, si vous voulez être libre, acceptez qu'on fasse l'ADN, dont la base légale ne se trouve même pas dans notre juridiction, dans notre système judiciaire. Le président de la République, son Excellence Issou Mamadou, s'est adressé à la nation le samedi 2 août 2014 à l'occasion des 54 ans d'indépendance de notre pays. Plusieurs sujets touchant à la vie de la nation ont été évoqués par le chef de l'État. Dans ce message qui a suscité cette analyse de l'enseignant-chercheur Dr Soufia, que je propose de suivre un extrait avant de le retrouver en partie magazine de ce journal. C'est un discours qui se veut narratif, un peu explicatif, un peu argumentatif, dans lequel on décèle trois grandes parties. La première partie du discours porte sur la question politique. Et à travers cette partie, il ressort de la bouche même du président de la République, à travers sa main tendue, un aveu d'échec à unir derrière lui tous les fils de la nation. J'en veux pour preuve qu'il y a une judiciarisation presque au niveau de toutes les formations politiques, avec aussi cette session extraordinaire de l'Assemblée, session de tous les dangers qui va commencer demain. Le climat politique est plus que jamais tendu. Et vraiment, sur ce point, le président de la République a avoué vraiment ses limites. Deuxième sous-aspect de cette question politique, le président de la République a parlé de cette tentative de déstabilisation qui a été matée, mais là c'est un dossier qui est pendant devant les juridictions. Maintenant, le troisième élément de cette composante politique a trait à l'approche sécuritaire, où le président de la République a parlé des efforts que son gouvernement a fait, lui-même et son gouvernement ont fait pour que le Niger soit apprécié. Et concrètement, le Niger est apprécié et à titre personnel, je dis chapeau aux autorités, aux forces de défense et de sécurité et à la population nigérienne, parce que quand on observe, on fait un zoom sur le Sahel,
le Niger se comporte vraiment avec admiration et il faut mettre ce crédit au bénéfice des autorités en place. Rendez-vous en fin du journal pour suivre l'intégralité de cet entretien. Autre aspect de ce journal, demain s'ouvre à Washington le premier sommet Afrique-États-Unis. Plusieurs chefs d'État africains, dont le président de la République, son Excellence Issou Mahamadou, prennent part donc à cette rencontre initiée par le président Barack Obama pour l'artère mondialiste Maman Sani Adamou. À travers une telle rencontre, les États-Unis d'Amérique veulent montrer qu'ils ont besoin de l'Afrique pour sortir de la crise économique qui les tenaille selon lui. On l'écoute. C'est un sommet qui est un peu particulier parce qu'il a cette particularité de ne pas être formalisé. C'est un peu différent du sommet Afrique-Union européenne qui s'est déroulé à Bruxelles en avril dernier, dans lequel on a deux parties ici. On a plutôt l'impression qu'il s'agit ici d'une rencontre exploratoire, ou en tout cas une rencontre au cours de laquelle les États-Unis vont affirmer ou proclamer leur désir de renforcer les relations économiques avec l'Afrique, manifester leur intérêt pour le continent africain. Bon, maintenant, au-delà de ces proclamations, ce qui est réel, c'est que l'Afrique est l'objet de convoitise ces dernières années. C'est beaucoup plus la présence des BRIC en Afrique qui est gênante. C'est-à-dire que la Chine, l'Inde et même la Russie font des percées en Afrique et ça préoccupe énormément le camp occidental. D'autant que ce camp se trouve dans une situation de crise. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une crise structurelle du système capitaliste qui annonce en quelque sorte le déclin stratégique des États-Unis et de l'Europe. Et donc ces pays-là font tout pour s'accrocher maintenant à un continent qui est la bouée de sauvetage, mais dans des conditions qui me paraissent être différentes de celles de l'Asie. Quand les pays occidentaux se sont intéressés à l'Asie, ils ont délocalisé, ils ont même fait des transferts de technologie, ils ont réalisé, à un moment donné, la Chine était l'atelier du monde, comme on dit. Donc la plupart des grandes industries européennes, américaines étaient délocalisées en Chine. Et donc ça a permis aux autorités, disons à la Chine, de tirer profit de ce partage de technologies. Et donc à son tour d'être en mesure de rivaliser aujourd'hui avec l'Asie, avec l'Europe, l'Amérique et le Japon. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Asie n'est plus maintenant le continent que l'on pouvait utiliser comme atelier. L'Asie a des ambitions. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'Afrique. Alors, eux, l'Europe et les États-Unis veulent de l'Afrique, mais comme moyen pour se sortir d'affaires. C'est-à-dire pour se sortir un peu, pour souffler par rapport à la crise économique qui les tenaille. L'Europe veut que nous continuions à être le déversoir des produits finis et un réservoir de matières premières. Les États-Unis, malgré toutes les proclamations qu'ils font, ne veulent pas aller au-delà. Et je pense que de ce point de vue-là, l'intérêt manifesté par les États-Unis aujourd'hui n'est pas différent de l'intérêt qu'ils ont manifesté par le passé, parce qu'ils ont toujours privilégié le multilatéralisme. Du sport, fin dimanche au terrain du camp Bagaji du tournoi de football des minimes, un tournoi dénommé Coupe du président de l'ASFAN organisé par l'Union pour la promotion du football des jeunes. Objectif, promouvoir le football à la base. 5 équipes de jeunes ont participé à ce tournoi qui a duré 3 jours. Le reportage avec Bibalaodi. L'AS Fan a sacré champion de la première édition du tournoi de football destiné essentiellement aux jeunes, une initiative saluée à sa juste valeur par le parrain et les organisateurs. Donc je suis vraiment content de ce tournoi
Et je profite de l'occasion pour remercier le comité d'organisation, parce que ce tournoi-là, ce n'est pas la première édition. C'était la gendarmerie qui avait organisé ça, l'US Gendarmerie plutôt, l'année passée, avec les enfants de moins de 15 ans. Et comme on a dans le camp Bagaji et aux alentours des enfants qui s'intéressent au football, on a eu à les organiser parce que les enfants, vaut mieux les encadrer pour participer. Et puis bon, cette année, on a été sollicité par le comité et on a répondu présent. Mais toutes mes félicitations au comité d'organisation. L'objectif, c'est de donner du plaisir aux enfants, les amener à comprendre que leur donner l'esprit de la compétition. Et aujourd'hui, tu vois, c'est fini par des tirs au but. L'émotion qu'ils ont sentie, c'est des choses qu'il faut sentir à bas âge. Commencer à les sentir parce qu'ils sont sur la voie de devenir des grands joueurs. Donc il faut déjà commencer par être en phase avec ce qui se passe dans le football des grands. Et je suis très content et très ravi de la prestation des deux équipes. Et je pense que c'est le plus chanceux qui a gagné. Et c'est ça le football. Durant 3 jours, les 5 équipes participantes ont rivalisé sur le terrain du camp Bagaji et au finish, ce sont les jeunes qui ont gagné. Car l'objectif qui consiste à donner aux jeunes la chance d'exposer leur talent est atteint. À noter que les vainqueurs ont reçu une coupe et des ballons. Vivement la 2e édition avec certainement des nouvelles innovations. L'actualité hors de chez nous, Afrique et États-Unis, un sommet historique qui débute demain. Même si la Maison Blanche a promis de parler des droits de l'homme, des ONG mobilisées sur cette question et qui dénoncent notamment les atteintes à la liberté d'expression dans plusieurs pays africains. Le mois dernier, le procès de Bonimpa s'ouvrait au Burundi. Poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, cette figure de la société civile avait dénoncé des entraînements militaires en République démocratique du Congo. Ce défenseur des droits de l'homme n'est pas la seule victime de la justice burundaise. S'ajoute à cela maintenant les harcèlements judiciaires dont sont victimes certains acteurs des médias, des journalistes qui sont traînés devant des tribunaux régulièrement pour des reportages. Museler les médias par le biais de lois sécuritaires, une pratique de plus en plus répandue en Afrique de l'Est. Au Kenya, un tribunal spécial a récemment été créé pour juger les médias. Et en Éthiopie, ce sont 9 journalistes et blogueurs qui ont été inculpés pour terrorisme mi-juillet. Pour l'organisation Human Rights Watch, la législation éthiopienne est si vague qu'elle est en fait utilisée comme arme de répression. You don't know what is right, what is wrong. You don't know what is lawful and unlawful. You don't know what you're doing. On ne sait pas ce qui est bien ni ce qui est mal. On ne sait pas ce qui est légal et ce qui est illégal. On ne sait plus quoi faire. On est censé attendre sans trop savoir si on est en sécurité ou non, si on peut être accusé de quelque chose. On ne sait pas. Alors on prend le risque. Pourtant, les procès se multiplient à l'encontre des voix dissidentes. En 2012, 2 reporters suédois avaient été condamnés à 11 ans de prison en Éthiopie. Ils ont finalement été graciés face à la pression de la communauté internationale. Le conflit syrien qui déborde encore au Liban voisin, 16 morts chez les militaires libanais après des affrontements dans le nord-est du pays. Une fumée noire s'élève des collines d'Arsal, une station essence touchée par un obus. Seul signe visible des combats en cours entre soldats libanais et insurgés venus de Syrie. L'armée tire au canon sur les combattants camouflés dans la zone. Plus bas sur la route, des colonnes de blindés montent la garde, prêtes à se déployer en renfort, tandis que les habitants d'Arsal fuient leur ville, tombée entre les mains des djihadistes. Il n'y a rien eu ce matin, seulement quelques échanges de tirs légers. On est allé près d'une petite clinique où il y avait des hommes armés et ils nous ont dit de passer. Une fois qu'on est passé, j'ai appelé mes parents. Ils m'ont dit qu'ils avaient bloqué la route, que plus personne n'avait le droit de passer et qu'ils tiraient sur des gens. Tout a démarré avec l'arrestation samedi d'Imad Ahmad Joma, un chef du front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Depuis, les combats font rage. Au moins 16 militaires libanais et des dizaines d'insurgés ont été tués. Une trentaine de soldats et policiers libanais portés disparus. Sur place, la petite ville sunnite, terre d'accueil des réfugiés syriens, est toujours entre les mains des djihadistes. Les habitants parlent d'hommes cagoulés, vêtus de noir, de nationalités diverses.
Tous les magasins d'Arsal sont fermés. Des hommes armés sont déployés partout, même devant le tribunal islamique où se trouve ma maison. Ils ont installé un poste de contrôle et ils empêchent tout le monde d'entrer ou de sortir. Pour l'heure, les combats se limitent aux collines d'Arsal, mais le risque de débordement est réel. Toute riposte de l'armée nationale jugée trop brutale, toute implication du Hezbollah chiite contre les djihadistes sunnites pourrait propager les violences au pays tout entier. Avant la partie magazine, retenez que la trêve n'aura duré quelques minutes à Gaza. Les combats se poursuivent malgré la réprobation internationale pour Benjamin Netanyahou. L'opération israélienne continuera jusqu'à, je cite, le rétablissement de la sécurité. Un cessez-le-feu de 7 heures violé dès les premières minutes. Les Palestiniens accusent Israël. Une frappe sur une maison tue 3 personnes, dont une fillette à Gaza. La guerre fait moins de victimes, mais les funérailles se succèdent. Pour les déplacés palestiniens bombardés dans des écoles et abris de l'ONU, impossible de croire à la fenêtre humanitaire ouverte par Israël. Nous ne croyons plus l'ennemi. Ils sont rusés et frappent les civils. Des gens sont rentrés chez eux et ils leur ont tiré dessus. Nous rentrerons chez nous seulement quand la trêve sera annoncée par les deux parties, y compris nos frères du Hamas, ici, à Gaza. Au 28e jour de son offensive, Israël s'oriente vers une nouvelle phase. Après la destruction quasi totale des tunnels de contrebande du Hamas, selon l'armée israélienne qui diffuse ces images de motos et d'armes extraites de conduits souterrains. Les troupes de Tsahal se redéploient. Au retrait partiel observé dans la bande de Gaza, s'opposent les combats dans le sud, près de Rafah, une zone exclue du cessez-le-feu. Le bilan des victimes palestiniennes dépasse les 1850 tués. Israël soulève une indignation internationale croissante que le ministre israélien des Affaires étrangères cherche à désamorcer. Plusieurs mandats que l'ONU exerce ne marchent pas mal. C'est pourquoi il faut réfléchir à la possibilité de confier aux Nations Unies la gestion de la bande de Gaza. Je n'exclus absolument pas cette option. Depuis ce point de passage contrôlé par l'armée israélienne, l'aide acheminée par camion dessert à peine l'étau dans la bande de Gaza, soumis à un blocus depuis 2007. Place à présent à la partie magazine de ce journal. Elle est consacrée à l'analyse du Dr Youssouf Yaya, enseignant-chercheur à l'université de Niamey, relativement au dernier message à la nation du président de la République à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Bonne réception, bonsoir. C'est un discours qui se veut narratif, un peu explicatif, un peu argumentatif, dans lequel on décèle 3 grandes parties. La première partie du discours porte sur la question politique et à travers